Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes exactement à moins de 15 jours des élections municipales et communautaires. Habituellement, on dit que ces élections sont de proximité, ce qui explique quelquefois le taux de participation qui peut être élevé. Par contre, les élections législatives, présidentielles, voire européennes, ne font pas toujours recette en Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle, à moins de 15 jours de ces élections municipales, j'ai voulu savoir avec mes invités quel pourrait être le rôle ou le poids des abstentionnistes. Faut-il avoir peur des abstentionnistes? C'est le thème de cette 19e émission de Faut-il avoir peur? Ce soir, invité Pierre-Yves Chicot, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Bonsoir, Nalik. Aussi, Jean-Michel Cussé, docteur en sciences politiques à l'Université Antilles-Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Didier Détouche va nous recevoir tout à l'heure et nous avons avec nous un étudiant, Benoît Bonaler, étudiant en Master 1 de sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, habituellement, on commence par le débat. Là, on va un peu changer. On commence par la rue, voir un peu ce que pensent les Guadeloupéens de l'abstention. Je vais voter. Et est-ce que vous faites confiance aux hommes politiciens? Non, je ne vais pas parce que les gens qui disent on va faire cela, on est pareil. Tout le monde est pareil. Est-ce que vous croyez que si quelqu'un est sorti, est-ce que vous croyez que l'autre fera pareil, fera le mieux? Non, il ne va pas faire le mieux. Mais vous allez quand même voter. Je vais voter pour ma jour et mon corps. C'est bon. Vous savez, tout le monde travaille parce que le repas est bon. Hein? On travaille pour le repas, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pas pour nous qu'on travaille. Moi, je prends un cas, vous allez supporter un maire, et vous lui direz, tiens, j'ai des routes à réparer, des routes à faire ceci, à cela. Vous croyez qu'il va le faire, il va vous dire oui. Autrement dit, il va se battre. Il vous dit, bon, écoutez, vous votez pour moi, venez pour moi. Il vient vous voir chez vous. À partir du moment qu'il est élu, il n'y a plus le temps pour vous. Maintenant, ils sont tous chez les gens là maintenant. Ils font des réunions partout. Hein, des réunions de quartier, des réunions de ceci. Et donc, votez pour moi. Mais à partir du moment qu'ils sont élus, ils s'en foutent de vous. Et c'est ça qui m'emmerde. Moi, j'étais au conseil municipal. Je peux vous dire ça. Je connais le rouage. Il y a ceux qui sont véridiques, mais il y a ceux qui disent des bêtises. C'est-à-dire des gens qui pensent déjà à leur intérêt à eux, avant tout. Mais je pense que ce ne sont pas tous pareils. Hein. Non, je ne vais pas voter. Mais pourquoi? Mais parce que je n'ai plus confiance aux hommes politiques. Ils nous promettent beaucoup de choses et au final on n'a rien, donc je ne vote plus. Je sais que je ne suis pas une bonne citoyenne, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma politique à moi. Voter? Pourquoi? Pour les élections municipales. Voter pour les homosexuels et pour... Non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors du tout. Les hommes politiques, la politique me fait vomir, madame. Vomir. J'ai honte de moi-même d'être homme et qu'on se marie homme et homme. Pourquoi? Merci, madame. Je ne peux rien dire. Parce que ça ne m'intéresse pas, moi, de voter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des billets. C'est des billets, c'est ce qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas de voter. Ça ne me rapporte rien. Moi, enfin, j'ai déjà dit que je ne vote pas encore. Hein. Pourquoi vous votez plus, monsieur? Je ne vote pas. Vous faites confiance aux hommes politiques? Non, Pourquoi? je ne fais pas confiance encore à les hommes politiques. Vous avez été déçu? Eh bien d'accord, madame. Vous avez vu tout. Est-ce que vous avez voté le 23? Pour qui monde? Non, pas ça. Mais voter pour quoi? Non, pas ça, vous votez. Ouais, mais c'est mon pas bon travail pour rien. Qui j'en voter parce que mon a. Yo ka font bité qui bité à vote. Yo pas failli le qui bité à vote c'est ça. Voter ba yo pas bon faire to là, pas bon départ même mettre à gaz à hack. Pas voter pas pour monde. Et est-ce que vous faites confiance aux hommes politiques? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'inspirent pas confiance et ils sont toujours pleins de magouilles. Alors, bien sûr, il s'agit d'un micro-trottoir. Ça n'a pas valeur de sondage, mais enfin, ce qui est dit là doit vous inspirer quelques réflexions à vous trois. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Yves ou Jean-Michel ou M. Bonaler? Bon, je crois, si vous voulez, pour commencer, qu'il faut distinguer, peut-être cerner davantage la notion d'homme politique. Sommes-nous dans un cadre d'élection locale? Sommes-nous dans un cadre d'élection législative, présidentielle, européenne? La notion d'homme politique doit être mieux cernée. S'agissant des élections locales, on peut effectivement se demander qu'est-ce qui pousse l'électeur à ce désintérêt de la chose politique. En deux mots, j'ai le sentiment, parce que c'est une tendance générale sur le plan de l'Hexagone comme sur le plan local,
que les niveaux infra-étatiques, comme on dit, c'est-à-dire niveau des élections locales, conseil général et conseil régional, perdent progressivement de l'intérêt au profit des élections présidentielles et municipales qui conservent malgré tout un certain intérêt. Donc je dis ça pour lancer le débat. Et pour être encore plus précis, j'ai le sentiment que l'électeur, et ça ressort de ce micro-trottoir, s'intéresse davantage au niveau étatique, c'est-à-dire élection présidentielle, voire législative. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, on va en parler parce que traditionnellement, quand on regarde un peu les chiffres des élections présidentielles ici, ça n'a jamais fait un grand succès, et encore moins les européennes. On est arrivé à des chiffres quelquefois Absolument. à 30% de participation pour des européennes, et pour des présidentielles qu'on prend au moins sur les 3 dernières mandatures, ça n'a jamais dépassé le taux de participation de 52%. Oui. Alors, oui. Une précision. Donc le local, en général, on disait que le local, Non, enfin, l'élection de proximité municipale intéressait davantage que les élections Absolument. lointaines. Je parlais d'une échelle nationale, sur le plan national. D'accord. Pierre-Yves. Oui, alors, moi, ce que ce micro-trottoir m'inspire, la première chose, c'est, je trouve assez effroyable que le vote qui est au cœur du système démocratique, c'est-à-dire le fait que le citoyen va participer, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce système-là fonctionne à partir du moment où les gens se rendent aux urnes. Et je trouve assez effroyable qu'il puisse y avoir autant de personnes qui aient une telle aversion pour le vote et par conséquent pour le système démocratique. Le deuxième élément, c'est l'intervention du monsieur qui dit yo pas on fait le toit, yo pas on pas au pain. Et là, je me demande si le verre n'est pas dans le fruit. C'est la relation entre... Voilà, par cette manière, cette posture citoyenne qui consiste à dire en cas voter bas, voilà, et donc on est dans une espèce de relation synalagmatique, de marchandage, et ça ne donne pas le sentiment à l'élu, qui devient de plus en plus un professionnel de la politique, ça ne lui donne pas le sentiment qu'il a une exigence de qualité de la gestion publique face à des réactions comme celle-là. Et dernier élément, c'est qu'il y a quelques temps, après les élections cantonales, les dernières cantonales en Guadeloupe, nous avions organisé à Fouillol un séminaire sur le bilan de ces élections. Et finalement, on s'était aperçu que le principal gagnant de ces élections cantonales en Guadeloupe, c'était l'abstention. Oui. Alors, on revient vers vous tout à l'heure. Je voulais poser la question à un jeune, puisqu'on a vu un jeune tout à l'heure réagir de façon assez primaire. Est-ce que les jeunes participent d'une manière générale à l'élection, aux élections, ou est-ce qu'il y a une tendance chez les jeunes à déserter un peu le vote citoyen? Oui, d'accord. Donc, par rapport à cette question, de ceci, c'est qu'au fil du temps, on a beaucoup associé le mot jeune à tous les jeunes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on doit commencer à mettre en place et à comprendre. C'est-à-dire que tout jeune n'est pas forcément quelqu'un qui soit derrière l'argent ou qui se désintéresse. Ensuite, le souci, c'est que maintenant, le jeune, il veut du concret. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que quand il se réveille, il veut avoir son argent, il veut, voilà. Il a besoin de vivre, il veut s'acheter de belles choses, etc. Ce sont des modèles qui, hélas, sont vraiment là au quotidien maintenant. Donc pour lui, c'est ce qu'il veut. Donc après, se désintéresser de la politique, c'est dû à quoi? C'est simplement soit parce qu'au cours de leur éducation, ils ont été soit, comme on a pu le voir dans le report, enfin dans le micro-trottoir, que ça, c'était pas intéressant. C'est-à-dire que voilà, c'est pas concret pour eux. C'est trop loin. C'est pas assez concret. Même une élection municipale où quand même les candidats sont physiquement près des gens, le maire finalement, j'ai envie de dire que le maire est quelquefois le père de la commune, entre guillemets, pour faire un jeu de mots facile, mais en fait, les gens sont en contact quand même avec leur élu, non? Je pense que si, mais est-ce que c'est suffisant pour eux? Le problème, c'est ça, c'est comme M. Chico l'a dit. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit, dans le sens où est-ce que ce ne sont pas des fois les électeurs qui en demandent dans ce cas-là un petit peu trop? Ou alors ils pensent que voilà, ils pensent que voilà. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que le niveau des attentes est souvent disproportionné par rapport au niveau des possibilités des municipalités, puisqu'il s'agit de niveau local, du premier niveau local. Et
les maires, les chefs d'édilité ont aussi un niveau de promesse qui est disproportionné par rapport à leurs propres moyens. Oui. Si bien qu'il faut un certain nombre d'années pour réaliser un certain nombre de promesses. Mais entre-temps, le jeune n'a toujours pas de travail, il n'a pas de logement, il ne peut pas construire sa famille. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, oui. Mais ça montre bien que la tendance est à une désaffection, un désintérêt, y compris du niveau municipal, qui est également en chute sur le plan national comme sur le plan local. Parce que Pierre Chico, je m'étais laissé dire, et c'était un petit peu la tendance générale, que ces élections municipales et communautaires allaient faire fortune, entre guillemets. Je pensais comme ça, et en dehors même de ce sondage, j'ai déjà eu l'occasion de faire un petit peu le tour des soirées, des 2 ou 3 soirées qui ont commencé cette semaine, et j'avoue que j'ai vu un candidat parler devant 2 personnes. Alors, oui, je crois que tout à l'heure, Steve Benoît disait tout à l'heure que ce dont le jeune a besoin, c'est du concret. Et je pense qu'on pourrait aussi étendre ça à l'ensemble de la population. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'image qui est renvoyée de la politique, c'est une image d'intrigue, c'est une image d'affaires, c'est une image de justice. Et les citoyens n'ont pas le sentiment au quotidien, en tout cas pour ce qui concerne les responsables nationaux, et c'est malheureusement une tendance qui commence à gagner la classe politique locale, les citoyens n'ont pas le sentiment de plus en plus que les réponses à leurs questions sont apportées par ceux-là même qui sont censés les représenter. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les élus ne s'investissent pas, que les élus ne travaillent pas, mais je reviens sur ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est que peut-être que des fois, le niveau de promesse de ceux qui sont en campagne est trop important par rapport à ce qu'ils peuvent réellement apporter aux gens. Oui. Et donc... il y a un décalage, vous voulez dire? Oui, il y a un décalage parce que c'est la formule. Hein, en campagne, on fait de la poésie et puis quand on arrive aux affaires, on fait de la prose. Oui. On est dans la réalité, on est dans le concret, pour prendre encore la formule de Benoît. Et donc, ça peut créer une rupture entre la population qui est appelée naturellement à aller aux urnes et ceux qui sont censés la représenter. Alors, je veux, Monsieur Détouche nous a rejoint, je veux quand même essayer de comprendre, faire comprendre en tout cas à nos téléspectateurs les racines du mal. Premièrement, vous vous souvenez, il y a quelques années encore, les présidentielles se faisaient en temps réel ici, à telle enseigne que quand on proposait, on ouvrait déjà les bulletins à Paris ou autre part, en Guadeloupe, en Martinique, en tout cas dans nos îles, on votait toujours. Alors, première chose, est-ce que ça n'a pas été un facteur de désintéressement? Deuxième élément, il y a quelques années, mais ça remonte maintenant à 3 ou 4 décennies, il y avait de fortes campagnes pour l'abstention. Est-ce que ça a laissé des traces? Je vais vous poser la question à vous 4. Je pense que... Non, je ne pense pas que ça a été un facteur de désintéressement. Au contraire, je me souviendrai toujours de ce moment où il y a eu le 2e tour avec Jean-Marie Le Pen, donc au 2e tour. Et à l'époque, on était toujours dans les conditions de vote particulières. Et j'ai vu mes voisins sortir et aller voter précipitamment. Bon, ça c'est pour expliquer que... Bon, ça n'a pas été forcément facteur de désintéressement ou autre. Par contre, moi, je suis partie de ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre de facteurs liés à l'émergence de l'abstention que l'on retrouve en métropole, en France hexagonale, et que l'on retrouve aux Antilles en Outre-mer. Mais pas toutes. Nous avons nos propres causes d'abstention. Parmi les causes qui sont les mêmes, il y a le fait qu'on est passé du vote comme un droit, le vote est un droit, au vote comme un outil qu'on utilise pour s'exprimer dans un contexte où la politique est devenue de plus en plus une affaire de communication. Et le citoyen utilise de plus en plus son vote pour communiquer ce qu'il pense, pas simplement des politiques, mais aussi son malaise, son mal-être, son sentiment d'incapacité à agir et son refus de dire à celui-ci ou à celui-là
d'agir à sa place. Donc vous passez au vote sanction, c'est ça un peu... Le vote sanction, mais il n'y a pas que le vote sanction. Il peut y avoir aussi un phénomène d'abstention où on revendique aussi le fait de ne pas trouver sa place dans l'échiquier politique, dans ce qui est proposé. Il y a une certaine forme de vote abstentionniste qui dit non, on ne va pas aller voter pour des gens qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont. Ce n'est pas une sanction, c'est une sorte de vote d'abstention sagesse. Par contre, juste pour faire le lien avec les causes qui nous sont propres, par contre, il y a aussi, alors ça c'est un exemple, il y a d'autres causes, mais en Guadeloupe, il y a une cause liée aussi à l'abstention qui est très importante, mais qui est liée au type de scrutin. Bien sûr, nous verrons que pendant les municipales, et comme l'ont déjà montré les chiffres en augmentation d'inscription, à plus de 2,6%, je crois, d'inscrits, eh bien, on est dans des combats de personnalité locale avec des enjeux locaux, les gens se mobilisent. L'élection présidentielle, c'est le grand chef qu'on choisit, c'est toujours intéressant, on est dans des duels. Pour le reste, les européennes, un petit peu les régionales, c'est un peu moins intéressant. Maintenant, et les législatives, pas les régionales, les législatives. Maintenant, il faut bien comprendre que de plus en plus, l'électeur guadeloupéen ne se positionne pas par rapport au choix qu'on lui propose localement, mais par rapport à toute une dynamique de choix à faire qui ont des conséquences au niveau local, national et international. Et ça l'interpelle beaucoup. Ça, il y a, parmi les causes également qui sont multiples, on peut, disons, préciser aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont hors jeu politique et d'autres personnes qui sont dans le jeu politique. Ça veut dire hors jeu politique, c'est qu'ils n'ont pas de conscience politique, ils n'ont pas d'appartenance, d'affinité non plus à une idéologie ou à un parti politique. Donc effectivement, la plupart se désintéressent parce qu'il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de moteur. Et on constate que le taux d'abstention est très fort parmi les personnes qui sont hors jeu politique. Maintenant, il y a aussi une abstention forte parmi les personnes qui sont dans le jeu politique. Et le taux d'abstention donc prend une signification tout autre. Ça peut être effectivement une abstention, comme on parlait dans les années 77, aux législatives notamment, d'abstention patriotique. Oui. Il y a un autre phénomène également. Mais ça a joué vraiment, pensez, cette abstention patriotique, en fait, dite patriotique. Concernant les législatives, les élections législatives, oui. Puisqu'il s'agissait d'asseoir une certaine volonté de souveraineté qui se démarque donc du législateur français, un héritage des grands mouvements anticolonialistes qui sont nés, bien entendu, en Algérie ou en Afrique. Mais bon, c'est vrai que cette abstention patriotique est un peu en perte de vitesse. Oui, elle est résiduelle. Elle est résiduelle aujourd'hui. Mais parmi, donc, là où l'abstention prend un sens, c'est lorsque les personnes concernées sont dans le jeu politique. Et on en parlera certainement, mais les élections régionales du 24 mars 2010 ont bien montré qu'il y a eu une abstention parmi des gens qui sont dans le jeu politique. Oui, alors, à ce stade du débat, il y a une question qui me taraude, c'est la question de la représentation. Pierre-Yves l'a un peu abordé, des touches aussi. Est-ce que la question de la crédibilité de l'homme politique guadeloupéen, d'une manière générale, n'est pas en jeu? Parce qu'on a vu des sondages, je ne vais pas rappeler les sondages de Cadistat, où chaque fois on voit que la crédibilité, ne pas confondre avec la notoriété des hommes politiques, est réellement toujours en baisse. Oui, bien sûr que... Alors, moi je dis souvent qu'il ne faut pas faire de poujadisme à la petite semaine, vilipender les élus, parce que le système démocratique a besoin qu'on ait des représentants que nous allons désigner, mais il est vrai qu'il y a effectivement le problème de la crédibilité des hommes politiques. Et ça ne vaut pas simplement en Guadeloupe. Hein. On pourrait aussi en parler au niveau national. Quand on regarde aujourd'hui, absolument, quand on regarde aujourd'hui le contexte politique dans lequel évolue la France, on peut sérieusement s'interroger sur le niveau de responsabilité des hommes politiques, puisque quand on parle des hommes politiques, on parle de responsables politiques en charge de la destinée d'un pays. La question de la crédibilité, elle est extrêmement importante, elle est réelle, il faut en parler sans être pour autant offensant vis-à-vis de qui que ce soit. Et d'ailleurs, la question de la crédibilité, elle est tellement importante que
la Guadeloupe, je prends le cas de la Guadeloupe parce qu'on est ici et c'est notre pays, et un carrefour de son histoire. Quand on compare avec la Guyane et la Martinique ont pris un chemin concernant l'évolution statutaire. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas que je suis en train de... J'ai pas envie de démontrer que c'est la panacée, hein, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une lame de fond qui consiste à la fois pour des élus locaux en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion de dire qu'il faut changer de modèle parce que le monde a changé. Et il y a aussi une volonté de la part des gouvernants français de dire à ce qu'on appelle les départements régions d'outre-mer qu'il faut changer de modèle sans pour autant se détacher de la République. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a deux obstacles au fait qu'on n'arrive pas à franchir le palier qualitatif. D'une part, c'est parce qu'on n'a pas de consensus politique en Guadeloupe. Et d'autre part, c'est le fait que le Guadeloupéen ne considère pas que ces élus politiques sont suffisamment crédibles pour gouverner. Ils peuvent administrer, mais ils ne peuvent pas gouverner. Et dans l'image, dans la tête du citoyen, c'est il conduit difficilement une 2 chevaux, il ne faut absolument pas lui donner une Ferrari. Et donc on est un peu dans cette situation-là, où par exemple tout ce qui est démarche de démocratie participative pour abonder un projet de société, etc. Mais eh bien, il y a pas la foule ne se déplace pas parce qu'on a le sentiment que c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'on n'a pas suffisamment de personnes armées pour gouverner le pays. Alors d'abord Benoît Bonalet, ensuite M. Détour. Oui, d'accord. Donc concernant ce que M. Chico a dit, il y a deux choses qui sont importantes. Quand il parle de la crédibilité des hommes politiques aujourd'hui, que ce soit au niveau local ou au niveau national. D'abord, il y a la crédibilité en tant qu'homme politique. Il y a un moment où dans la société, il y a eu une cassure entre les élus et les électeurs, dans le sens où les électeurs se sont dit ils ont besoin de choses, ils ont besoin de peut-être beaucoup. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, les candidats aux élections sont obligés, s'ils veulent avoir des voix, de proposer beaucoup et de répondre dans ce cas-là aux attentes des électeurs afin d'avoir des voix. Le souci, c'est qu'on rentre dans un jeu vicieux où au final, on se retrouve à faire de grandes demandes parce qu'on a eu, enfin de grandes propositions parce qu'on a eu de grandes demandes. Arrive au pouvoir, il n'y a rien. Donc à ce moment-là, on change les élus, on passe à quelqu'un d'autre qui fait de plus belles propositions, en se disant que sûrement lui, il va réussir, ce qu'il nous a proposé, ben on l'aura. Il y a un sentiment de déception, c'est ça? Voilà, justement. Et le problème, c'est que ça surenchérit à chaque fois, et au final, il y a une cassure. Parce qu'on se dit, bon, quel que soit l'homme politique, on n'aura pas. Donc c'est tout. On est un peu déçus. Alors, Didier Détour, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, ce que disait Pierre-Yves, ça fonctionne dans notre société aujourd'hui sur la crédibilité. Et j'ajoute un autre élément. Si on prend par exemple la dernière mandature des maires en place, par rapport à 2 autres mandatures précédentes, il y a eu moins de scandales ces derniers temps en Guadeloupe. Par rapport à la France, par exemple. Oui, mais quand je parle de crédibilité, je ne parle pas de crédibilité, comme c'est le cas de la France hexagonale liée aux affaires. Oui. Mais c'est l'idée. Oui, voilà, c'est l'idée selon laquelle. Et puis ça a été très bien retranscrit dans le micro-trottoir. C'est l'idée selon laquelle celui qui est en campagne sollicite l'électeur à un moment donné, et à partir du moment où il a obtenu la victoire, il s'en désintéresse. En tout cas, c'est le sentiment que le citoyen a de cet individu-là, et c'est ce qui permet, qui aboutit à la chute de sa crédibilité. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Pierre-Yves parlait de la perception de la crédibilité. Voilà, tout à fait. Ce qui renvoie à une question d'image, en fait. Oui. Bon, nous sommes dans une société qui est devenue, j'ai entendu ce beau terme par un collègue en métropole, iconophile. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens maintenant, c'est l'affichage et l'image. Oui. Ce n'est pas forcément le fond et ce qui se passe vraiment. Ce qui m'amène à penser que si on parle de la perception de la crédibilité, qui serait un facteur d'abstention dans le jeu politique, entendons-nous bien parce que tu as très bien fait la différence. Entre les deux, la question qu'on doit poser, c'est sur quoi se base l'électeur et le citoyen, ou qu'est-ce qu'on lui fournit, pour qu'il puisse avoir une image plus ou moins claire de la crédibilité réelle ou pas
de l'élu en question. Individuelle, vous pensez? Parce que les sondages ne jouent pas encore en Guadeloupe, on ne peut pas le dire. Moi, je pense que ça commence, très sérieusement. Oui, ça commence, puisque de toute façon... Pour les gens qui sont dans le jeu politique, comme disait... oui, quand on voit comment ils sont reçus par un certain nombre d'élus, bon, on sent que ça pose un peu... Ouais, mais c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça. Maintenant, il faut voir, et c'est utile, maintenant, il faut voir que... est-ce que ce sont, comme vous dites, les sondages? Est-ce que ce sont les émissions télépolitiques? Est-ce que ce sont les outils nouveaux comme on voit apparaître? Bon, il y a eu un scandale concernant judiciaire, concernant le fameux scanner, sans en dire plus. Est-ce que c'est ça, les chiffres? Est-ce que c'est les discours politiques et ensuite on regarde dans les conseils municipaux qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui fait qu'un citoyen aujourd'hui est en mesure de se dire cet homme politique est crédible ou n'est pas crédible? Quand vous regardez bien, ce sont essentiellement les médias qui détiennent cette capacité à montrer, à dire et à orienter. Or, qu'est-ce qu'on observe quand on observe le discours des médias? On observe que tout à fait naturellement, compte tenu du travail que c'est, eh bien on interroge là où ça fait mal. Oui, bien sûr. On montre ce qui blesse, ce qui ne va pas. Donc forcément, le citoyen électeur, lui, il s'exonère de sa responsabilité de citoyen de vérifier vraiment à tous les niveaux la vraie crédibilité des électeurs. Et il se dit, très souvent, quand il est abstentionniste, moi, voilà ce qu'on me montre, voilà ce que je vois, donc j'agis en conséquence. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que, c'est juste pour terminer par là, il ne faut pas prendre l'abstentionniste comme quelque part une sorte de victime. Il faut le prendre aussi comme un acteur qui, quelquefois, et très souvent, est coupable de son abstention. Parce que si on cherche les raisons de l'abstention, on va se rendre compte qu'elles sont très souvent liées à une auto-exonération de la responsabilité qu'on a d'aller voter quoi qu'il arrive et de faire effectivement de cette abstention et donc du vote, du refus de voter, un outil qui, quelque part, peut être interprété au final comme on veut, par un camp comme par l'autre. Donc, pour moi, l'abstention, c'est quelque chose d'assez inutile. D'accord. Alors, ça signifie, là, parce que ce que dit Détouche est quand même assez signifiant, ça signifie qu'aujourd'hui, les médias pèsent dans l'opinion. Et j'introduis une autre dimension, parce que souvent, j'entendais dire par certains confrères qu'il n'y a pas d'opinion publique en Guadeloupe. C'est une notion que j'ai souvent entendue et qui n'a jamais été vérifiée d'ailleurs. Hein. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi je crois que les médias sont au cœur de la démocratie et c'est aussi leur rôle de valoriser les hommes politiques dans ce qu'ils ont de qualité. Je me permets quand même d'ajouter au discrédit un phénomène de lassitude de l'électeur, et lassitude qui est auto-entretenue par les médias, ce qui appelle donc éventuellement aussi un renouvellement de la classe politique. Parce que sur une tendance, sur un trend de 50 ans, on voit bien que ce sont toujours les mêmes qui font les mêmes choses et qui disent les mêmes choses, même si parfois il y a des ouvertures nouvelles qui se font. Mais il y a un phénomène de lassitude qui naît dans la société. Cette lassitude peut être rompue, je le dis, par le renouvellement des élus. Une commune comme le Lamentin, c'est une commune où les administrés sont dans le jeu. Lamentin-Guadeloupe. Oui. C'est une commune qui est dans le jeu politique depuis le temps de René Toribio. Oui. C'est là où on constate qu'il y a le plus faible taux d'abstention. 35%, d'après ce que vous dites dans cet ouvrage qu'on voit derrière. Absolument. Oui. Parce que les gens sont conscients qu'il y a des enjeux considérables. Les dernières élections municipales et cantonales au Lamentin nous l'ont montré. Des communes comme Bémao, je pense que les administrés électeurs sont très satisfaits. Donc il y a une grosse mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre le résultat du travail, entre guillemets, de l'élu et le taux de satisfaction et de participation, c'est ça? Et dans les deux cas, les médias participent à cette image. Ils participent à l'image d'une population très politisée au Lamentin et ils participent aussi à l'image bénéfique d'une population et d'un maire très proche à Bémao. Pour le reste, on a une classe politique qui tend à se renouveler, mais qui prend également
un peu trop de temps, j'ai envie de dire, pour le faire. Alors sur la question, oui. Oui, je voulais quand même... je trouve que l'attitude de Didier est très tranchée sur l'inutilité de l'abstentionnisme. Oui. Mais je pense que l'abstention, c'est aussi un choix. C'est la posture qui consiste à dire « je ne choisis pas parce que l'offre politique qui m'est présentée ne me convient pas ». Et par conséquent, j'ai la liberté, en dépit du fait qu'il faut continuer à nourrir le système démocratique, en dépit du fait qu'on a beaucoup vilipendé à un moment donné le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait voter que certaines personnes dans certaines conditions, et maintenant le suffrage est universel. Mais je pense que l'abstentionnisme démontre que le système politique a des failles, que le système dans lequel il vit ne lui convient plus. Et on peut prendre deux exemples, du point de vue de la France hexagonale et du point de vue de notre pays, de la Guadeloupe. Du point de vue de la France hexagonale, aujourd'hui, en termes de politique économique, c'est l'Europe qui décide. C'est-à-dire que vous votiez pour le Parti socialiste, que vous soyez adhérent à l'UMP, c'est exactement la même politique économique qui sera menée parce que c'est l'Union européenne qui décide depuis 1992 le traité de Maastricht. Donc, face à ça, un électeur qui n'est pas forcément véancé aux affaires européennes va se dire, mais que j'aille par là, c'est exactement la même politique économique qui m'est servie. Et donc, ça peut aboutir, et ça aboutit très fréquemment, à une solution d'abstention. Mais est-ce que nos électeurs guadeloupéens ont déjà cette lecture? Oui, je pense que, et je reviens à ce que disait tout à l'heure Jean-Michel et ce que disait Benoît, Jean-Michel, sur le fait qu'en campagne, on va faire des promesses faramineuses. Oui. Et à partir du moment où on a les leviers du pouvoir entre les mains, l'électeur qui a entendu pendant la campagne, même si il est toujours branché sous sa telenovelas, même si il est toujours dans certaines soirées, dans des clubs d'amusement vers le monde verguin, mais il a toujours une oreille qui est tendue à des heures bien précises pour les informations. Donc, il entend le discours qui est véhiculé parce qu'il est dans une situation d'attente, parce qu'il peut être dans une situation de désespérance, et il continue à croire que celui qui le représente peut apporter une solution. Et c'est ce qui est retranscrit dans le micro-trottoir. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui disent avec un dégoût ostentatoire que je ne vote plus, c'est parce qu'on sent que ce sont des gens à un moment donné qui ont attendu une réponse de la part de représentants qui ont cru dans le système. C'est une abstention positive, enfin, entre guillemets positive, active, vraiment active. Oui, je pense que l'abstention aujourd'hui, et qui est en train de croître en Guadeloupe, est la manifestation de malaise social qui est particulièrement proéminent. Peut-être aussi d'un manque d'enjeu. D'un manque d'enjeu sur le plan local. Parce qu'il y a quelque chose que Pierre-Yves a dit tout à l'heure sur les choix des congrès. Il y a eu combien? 14, 15 congrès, je crois. Par exemple. Globalement, l'électeur se demande, mais à quoi bon? À quoi bon? C'est ça, 14 heures de discours. Alors qu'en définitive, on voit bien que c'est le niveau toujours étatique qui tranche et qui a le dernier mot. Et ça, les lecteurs en ont parfaitement conscience. Alors le niveau européen, la grille de lecture n'est pas encore bien nette, puisque les taux de participation aux élections européennes sont sur le plan national et local très faibles. Et restent quand même moins importants que les élections municipales. Mais il est clair que l'électeur prend conscience d'une espèce de désaveu de la classe politique locale, puisque en réalité... Quand vous dites désaveu... Désaveu, c'est-à-dire une sorte d'inefficience de la classe politique. C'est très dur, ça. Inefficience, c'est-à-dire du temps qu'il faut pour réaliser des projets, et qui fait que ce temps se transforme en migration et en perdition de la ressource électorale. Le temps politique n'est pas le temps de l'électeur, c'est ça? Voilà. Donc les gens apportent d'autres réponses que le vote, notamment la migration, la violence ou le refus tout simplement de participer à l'action citoyenne. Didier Détouche. D'accord. Alors, je reviens. J'ai eu la main volontairement lourde, je le reconnais, mais pourquoi? Non, volontairement, j'assume d'ailleurs. Mais pourquoi? Je me mets d'accord avec mes collègues publicistes et politistes. L'abstention, on est bien d'accord, c'est quand on ne va pas voter. Oui. Quand on va voter, qu'est-ce qu'on peut voter? On peut voter blanc. Tout à fait. Voter blanc, c'est ne pas choisir, mais dire qu'on ne choisit pas. Tout à fait. S'abstenir. C'est participer au moins. S'abstenir, dans les abstentionnistes, vous avez celui qui a oublié, celui qui est trop feignant,
celui qui n'aime pas la politique, celui qui ne veut pas prendre ses responsabilités, celui qui est fâché, celui qui est dégoûté, celui qui a crevé en allant voter. Il y a de tout. Et on peut l'interpréter de différentes façons. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je dis, moi, l'abstention me paraît être... Je suis d'accord, dans les abstentionnistes, il y en a beaucoup qui expriment quelque chose, un ras-le-bol. Il faut le prendre en tant que tel. Mais quelque part, étant effectivement pour qu'il y ait un engagement citoyen à tous les niveaux, je trouve que ne pas aller voter, c'est choisir une solution de facilité qui n'est bonne pour personne et surtout pas le régime que l'on veut dénoncer ou le système que l'on veut dénoncer ou les pratiques que l'on veut dénoncer ou ceux qu'on voudrait voir s'en aller parce que ce sont eux qui profitent de l'abstention. Tout à fait. Là par contre, je rejoins tout à fait Didier sur cette idée-là. C'est qu'à terme, l'abstention devient extrêmement dangereux, un poison pour le système démocratique. Parce que qu'est-ce qui se produit? C'est-à-dire que ceux-là même qui réclament des suffrages, même s'il y a 50 000 électeurs inscrits et qu'il y en a 50 qui votent, et qu'ils arrivent à conquérir le pouvoir, ben, l'essentiel est fait. Et donc, pas forcément absolument. C'est-à-dire que moi, ce que je dis qu'on ne peut pas, dans la lecture statistique, ignorer les abstentionnistes, mais c'est vrai que sur le moyen terme, sur le long terme, l'attitude qui consiste à s'abstenir et à ne pas choisir aboutit à une situation extrêmement difficile. Ce que je voudrais dire, c'est que, en tout dernier lieu, Danik, c'est que ce qui se produit au-delà de cela, c'est que chez nous, il y a des gens qui s'abstiennent, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des mauvais citoyens. Ce sont aussi ce sont des gens qui élèvent parfaitement leurs enfants. Ce sont des gens qui s'engagent dans les associations. Ce sont des gens qui chantent dans les chorales. Ce sont les gens qui enseignent le catéchisme aux enfants. En fait, qui ont une participation citoyenne qui est autre que celui que de mettre le bulletin dans l'urne. Et c'est ce que j'appelle la Guadeloupe du Poté-Monève. Et on a cette espèce de Guadeloupe qui est en train de grossir, c'est-à-dire une Guadeloupe qui se dit, mais tout ce qui est vie politique, ça ne m'intéresse pas, parce que de toute façon, ça n'emmène rien au pays, mais je m'investis dans mon quartier, je m'investis dans mon entreprise, je m'investis dans mon association, etc. etc. Alors, on va retourner vers la rue, puisque ce sont des élections communautaires et municipales, et on a voulu savoir un peu ce que les gens de la rue pensaient de ces élections. C'est la différence entre les élections communautaires et les élections municipales? A priori, oui, je pense quand même. Qui c'est qui ne connaît pas? Oui, je pense que communal, c'est l'élection du maire. Et communautaire, c'est la nouvelle assemblée qu'on va créer. C'est ça. Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas... Voilà. C'est pas du tout intéressant, c'est tout le temps les mêmes blabla, à droite, gauche. C'est la même chose depuis des années. C'est toujours le même résultat. Est-ce que vous connaissez la différence entre les élections municipales et les élections communautaires? Je connais absolument rien de la politique. Les élections municipales, c'est pour l'élection du maire. Et communautaire, c'est pour... ce sont les personnes qui sont sur la liste du maire et lors de ces élections municipales. Et qui vont siéger au sein de l'agglo. Est-ce que vous connaissez la différence entre les élections communautaires et les élections municipales? Non. Non. Les élections communautaires, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, non, pas pas du tout. Voilà un petit peu... en gros, je dis ça n'a pas valeur de sondage, mais enfin, ce sont des indications. C'est la première fois qu'officiellement ces élections communautaires sont à l'ordre du jour. Vos réactions par rapport à ce que vous avez vu? Est-ce que ça vous surprend d'ailleurs? Je pense que c'est pour ça que des universitaires comme Didier Détouche, Jean-Michel Cussé, moi-même, nous nous investissons et que nous montons autant au front. Et nous exprimons sur les médias parce qu'il y a vraiment une nécessité de diffusion de la parole civique en Guadeloupe. Il y a vraiment la nécessité d'une éducation civique en Guadeloupe. Les choses deviennent très techniques. Je le disais il n'y a pas longtemps, les élus locaux sont de moins en moins des notables en costume 3 pièces, mais davantage des managers. Et on pourrait être surpris que même des personnes qui sont en responsabilité, on leur poserait la même question, qui ne seraient peut-être pas en mesure de répondre. Parce que tout à l'heure, on parlait du calendrier électoral, mais aussi, il y a aussi le calendrier normatif. C'est-à-dire qu'une loi n'a même pas fini d'être appliquée. On n'a même pas encore pris les décrets d'application, qu'il y en a déjà une autre. Il suffit qu'une majorité arrive au pouvoir, succède à une autre, qu'on a déjà une flopée de production normative qui arrive. Donc, le citoyen est perdu. Et puis, il faut le dire,
dire. Hein, y en a un qui disait, moi je suis là pour vendre, c'est Patrick Lelay, le PDG de TF1, qui disait qu'il était là, l'ex-PDG de TF1 qui parlait de vendre des cerveaux à des annonceurs. Donc on est dans cette configuration-là. Et puis malheureusement, là où l'éducation devrait s'effectuer, en particulier dans le cadre de la télévision, vous faites l'exception avec d'autres, ces rendez-vous-là ne sont pas programmés, où on pourrait avoir des pages de diffusion civique ou des choses tout à fait indiquées pour les citoyens pourraient être transmises. Alors il nous reste 8 minutes et je voudrais avec vous revenir pratiquement 5 ans en arrière. Souvenez-vous, après les 44 jours de grève du LKP, l'UGTG, le LKP appelle à ne pas voter. Au soir des régionales, l'UREL dit merci LKP. Alors, est-ce que vous pensez justement que l'UREL a eu raison, que le LKP a eu tort? Enfin, si on peut faire ça de façon aussi manichéenne, je dis volontairement de façon provocatrice, est-ce que le LKP a favorisé l'élection de l'UREL? Parce que je rappelle quand même en passant qu'à l'époque, Plaisir et Nomertin, qui étaient militants du LKP en vue, se sont présentés à ces élections et n'ont pas... Plaisir a fait quoi, 200 voix dans sa commune à Goubert et Nomertin n'a pas fait tellement plus. Alors est-ce qu'il y a eu là un manque de responsabilité du LKP en appelant à ne pas voter? Ce qui ressort de... Nous avons 5 minutes pour parler de ça. Rapidement. Ce qui ressort de notre débat, c'est principalement que le taux d'abstention favorise toujours la majorité en place. Pourquoi ? Parce que c'est cette majorité qui est capable de mobiliser les gens qui sont dans le jeu politique, justement. Et c'est la force, justement, des grands partis politiques qui peuvent compter sur des militants qui sont adhérents et qui vont remplir les urnes pendant que les autres s'abstiennent. Donc je ne sais pas qui a eu raison, qui a eu tort dans cette affaire, mais en analyse pure, en sciences politiques, l'abstention du LKP a conforté la majorité en place parce qu'ils avaient la capacité de mobiliser leurs militants. Donc, de remercier Domota. Je ne sais pas. Pour aller vite. Pierre-Yves, ce que je veux dire, c'est que là, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que l'électeur aussi est dans un calcul. Je ne sais pas s'il est aussi fin ou différent de celui du politicien, mais l'électeur aussi dans son calcul. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est agi de voir ses revenus majorés de 200 €, il a tourné le regard vers le LKP. Et lorsqu'il s'est agi d'avoir une représentation, on va dire, de bonne aloi dans son imaginaire, eh bien, il a tourné le regard vers celui qui a été élu au premier tour. Oui. Didier? Alors... Ce qu'a dit Jean-Michel est tout à fait exact, mais je dois dire que ça a aussi été symptomatique d'une réalité très politique pour le coup. C'est qu'en politique, c'est une affaire de politique et que le LKP était sur un registre essentiellement syndical, social même, et qu'à cette occasion, non seulement on a vu qu'il restait dans sa dynamique en disant non, on n'est pas d'accord avec toute la palette des élus, mais qu'à l'intérieur même du mouvement, certains ont voulu aller dans le domaine politique et se sont retrouvés heurtés à la dynamique mise en place même par leur propre mouvement syndical. Je ne dirais pas que le LKP a favorisé l'élection de l'UREL, parce qu'il a favorisé l'élection de l'UREL, certes, l'abstention, comme tu l'expliquais, mais en même temps, tous les abstentionnistes ne l'ont pas fait parce que le LKP a dit de le faire. Ce qui a favorisé aussi l'élection de l'UREL, c'est sa capacité à mobiliser. Ou les capacités des autres à mobiliser. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a une question vraiment à se poser, on n'a pas encore vraiment répondu, je pense, sur la nature même de l'engagement civique et politique du Guadeloupéen de nos jours, ou, si vous préférez, après les événements de 2009. D'accord. On parle beaucoup, mais on n'a pas encore d'études sérieuses sur ça, chiffrées. Et dernière chose, mais en fait, c'est pas suffisant. Il ne faut pas confondre l'abstentionniste, certes, mais il ne faut pas confondre l'abstentionniste et l'électeur intermittent. Parce que, comme disait Pierre-Yves, il y a des électeurs qui vont voter à des moments bien précis, d'autres qui ne vont pas voter, mais qui sont très engagés et qui trouvent que leur engagement est politique, sans aller voter. Et en Guadeloupe, ce qui est important, par contre, c'est de ne pas s'exonérer de ces devoirs citoyens qui dépassent le cadre même républicain ou national. C'est un devoir
d'hommes qui choisissent d'autres hommes pour être responsables. Et il faut savoir s'informer, pas simplement en allant dans des colloques, mais aussi en étant à l'écoute d'émissions comme la vôtre notamment. Merci messieurs. Alors je vous donne rendez-vous au lendemain du 30 mars pour faire un petit peu avec vous-même, si vous le souhaitez, le bilan de cette élection et savoir, puisque la question a été posée, a été évoquée superficiellement ici, mais on en a parlé, la question du renouvellement. Voilà. Ah oui, très je intéressant. vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs qui nous ont suivis. L'émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre. Faut-il avoir peur? Peut-être pas des abstentionnés, c'est fait, mais sur un autre thème. Merci. Bonsoir. L'émission est rediffusée dimanche. Si vous l'avez raté, elle est sur le www.caribcreolenews.com. Salut.